Les hommes changés sur Europe 1. Frédéric Tadei, Emmanuel Todd. regarde, les hommes changés. Bonjour Emmanuel Todd, Bonjour. vous êtes démographe, sociologue, anthropologue, historien, politologue. On vous considère surtout comme un prophète depuis que vous avez prédit la fin de l'URSS dans votre livre, votre premier livre, La chute finale en 1975. Vous avez une réputation de prophète. La fracture sociale, vous l'avez vu le premier. La crise des marchés financiers, elle était dans l'illusion économique en 1998. Le déclin des États-Unis et le militarisme théâtral qui va avec, là je vous cite, vous l'avez analysé dans Après l'Empire. Même les révolutions arabes étaient annoncées en filigrane dans le Rendez-vous des civilisations, paru il y a 3 ans. Vous aviez écrit avec le Youssef Courbedge. J'ai l'impression que vous annoncez surtout, Emmanuel Todd, la fin d'un monde, celui que nous avons connu au XXe siècle. Oui, mais ça c'est que en fait la prédiction négative, et je dirais c'est la plus facile ou peut-être c'est la seule possible. C'est de dire que tout va finir. Non, c'est pas ça. Il y a des choses qui ne finissent pas, mais quand on a des courbes qui annoncent des choses, des progressions, c'est techniquement quand on est dans un système, il est relativement, enfin de mon point de vue, facile de voir quand ce système se détraque. Mais prédire ou définir la forme du monde nouveau qui est en train de naître, c'est un exercice beaucoup plus difficile, dans mon sens beaucoup plus hasardeux, et dont j'admets tout à fait que je suis incapable. Donc je pense que c'est pas que je suis un oiseau de malheur, c'est que ce qui est facile à voir, c'est les ruptures systémiques, c'est pas l'émergence des nouveaux systèmes. Votre anticonformisme, Emmanuel Todd, à mon avis, vient d'un décalage. Vous êtes décalé par vos recherches, vos courbes, comme vous dites. Vous ne voyez pas le monde comme les politiques ou les journalistes. J'ai l'impression que eux regardent l'écume et vous voyez la mer qui est en dessous. Je suis historien, j'ai été formé par l'école des Annales, je suis un élève d'Emmanuel Leroy-Ladurie, un très grand historien. L'école des Annales, c'est regarder les phénomènes de longue durée, c'est par définition ne pas être le nez dans le guidon sur l'événement de l'instinct. Je dirais l'école des Annales, c'est vraiment le contraire du journalisme. En un sens, je suis aussi fils d'un très grand journaliste, donc je sais de quoi je parle. Et puis, donc, moi, je suis 18e en plus, donc j'ai appris à étudier l'histoire en travaillant sur des documents du passé, sur des gens que je ne voyais pas, dont je reconstituais la vie. Et je pense que j'ai gardé ce coup d'œil sur ce qui se passe, cette espèce de décalage. Mais c'est un truc d'historien qui se met à travailler sur le présent et sur ce qui pourrait se passer si on prolonge les courbes. Et d'historien et de démographe. La chute de l'URSS, vous la voyez en regardant les courbes de la mortalité infantile. Je le résume, mais c'est un peu ça. Et la baisse de la fécondité aussi. La baisse de la fécondité, la révolution arabe, vous l'imaginez, en voyant le niveau d'éducation dans les pays arabes, en regardant la baisse des mariages en 2 gammes, et là aussi la chute du taux de fécondité. Oui, pas en un sens de technique très complexe, mais au sens de pratique. Je suis statisticien. C'est-à-dire que je parle pas, ce qui me met aussi en décalage avec les habitudes intellectuelles parisiennes, c'est que le truc en France, depuis le XVIIIe siècle, c'est parler de l'homme avec un grand H. Et moi, j'ai toujours produire des propositions du genre, dans ma tête, tant % des gens font cette chose. J'ai une pensée qui est statistique. Mais contrairement à ce qu'on pense souvent, la statistique, c'est pas le contraire de la vie. Je veux dire, la statistique démographique, c'est très vivant. C'est vrai que c'est une discipline assez pauvre, très mathématisée, la démographie. Mais les variables, c'est la natalité, le mariage, les décès, c'est les variables fondamentales. C'est la naissance, l'amour, la mort. C'est vraiment la mortalité infantile. Quand vous la voyez en URSS, vous dites, en fait, ça vous permet de dire quoi? Que c'est pas une puissance économique, qu'elle va s'écrouler, que tout ça est une illusion. C'est un pays du tiers-monde. Je suis capable de sortir de chez moi. C'est-à-dire, je revenais d'un voyage en Hongrie où j'avais découvert le socialisme réel dans sa médiocrité. Donc, quand même, j'avais jamais mis les pieds en Russie, par contre, ou en Union soviétique. Et puis, je suis tombé là-dessus. Puis, d'instinct, quand j'ai vu qu'à un moment où toute la baisse de la mortalité infantile s'accélérait en Europe occidentale, ça se mettait à remonter en Russie. Même à l'époque du stalinisme, au moment où on balançait des gens dans des camps de concentration, la mortalité infantile baissait. Donc il y avait un truc de bon sens. Et puis d'un autre côté aussi, c'est vrai, l'activité scientifique, moi je suis très modelé. Pour moi, les beaux modèles sont dans les sciences dures. Les beaux modèles, c'est Newton, Pasteur, c'est pas d'un truc. C'est pas les sciences humaines. Et le vrai truc de la recherche, le chercheur efficace, c'est le mec
qui a le bon instinct quand il voit qu'il y a un truc qui coince. C'est-à-dire qu'il faut être capable de voir le truc pas normal, de pas repousser dans un coin de son cerveau, de se dire il y a une petite remontée de la mortalité infantile en Russie, ça va, ça. Puis si on voit qu'ensuite les Russes arrêtent de publier, pas bon, ça pas bon. Mais ça, je pense, c'est le bon réflexe du chercheur. Vous voyez, c'est le mec qui voit ça se passe pas normalement dans une préparation microbienne ou autre, c'est de cet ordre. De même, la baisse des mariages endogames dans les pays arabes, dans les pays arabo-musulmans, la baisse de la fécondité, ça vous fait voir, en fait, ils sont dans la modernité la même que nous. Au moment même où on dit non, l'islam, c'est un autre monde, ils ont d'autres repères, et vous dites pas du tout. Ils sont comme nous, en plus, ils ont maintenant le même niveau d'éducation, donc forcément, ils sont dans les mêmes envies, les mêmes désirs. Alors là, ça me fait penser à un truc. En fait, on réfléchit pas sur sa méthode. Quand on travaille, on fait les choses d'instinct beaucoup à partir de... On a des espèces de valeurs latentes et de présupposés latents, mais qu'on ne spécifie pas à chaque moment. Et je vous entends et je me dis oui, en fait, quand même, il y a une sorte de truc d'axiome de base que je n'ai pas, qui est là, mais que je ne spécifie pas dans la recherche, c'est que quand même, je suis un bon petit Français universaliste, et je pense que s'il se passe la même chose chez des gens ailleurs, en plus, ça s'ajoute au fait qu'a priori, je pense qu'ils sont plutôt comme nous. Vous voyez, là, il y a quand même le postulat de l'homme universel, donc si on a le postulat de l'homme universel, plus des indicateurs qui convergent, on se dit, voilà, on va converger. Et j'ai l'impression, Emmanuel Todd, qu'en fait, vous travaillez sur la famille. Vous l'avez dit, vous êtes le fils d'un grand journaliste, Olivier Todd, vous êtes le petit-fils d'un grand écrivain, Paul Nizan. La pesanteur de la famille sur vous, des ancêtres, elle est très grande pour que vous ayez finalement consacré votre vie à étudier la famille. Oui, il y a un rapport. C'est-à-dire que d'un côté, c'est évident que j'ai commencé à travailler sur la famille par hasard, parce que le roi Ladurie m'avait mis en contact à Cambridge avec un très grand historien anglais qui est décédé, qui s'appelait Peter Laslett, et qui était le pape du renouveau des études sur la famille. Donc je suis arrivé, moi j'allais là-bas pour me mettre au contact de l'empirisme anglais et puis pour apprendre l'anglais. Il m'a collé un paquet de photocopies concernant la population d'un village du nord de la France, parce qu'il avait personne sous la main pour les étudier. Puis j'en ai étudié d'autres, et puis j'ai fait ma thèse. Et puis ensuite, j'ai fait un peu de journalisme au Monde. Mais le thème de la famille est resté. Et ça a réémergé ensuite. Et bien entendu, la raison pour laquelle je suis resté, si on peut dire, fidèle au thème de la famille, a quelque chose à voir avec l'histoire de ma propre famille. Frédéric Tadei revient dans un instant sur Europe 1. Europe 1 regarde les hommes changer. Frédéric Tadei. Emmanuel Todd, petit-fils de Paul Nizan, fils d'Olivier Todd. On peut dire que dans votre famille, l'ancêtre, ça n'est pas vous. Absolument. Moi, je suis tout à fait conscient d'être un héritier culturel. Ça peut être très pesant, parce que c'est des familles. Souvent, on me dit c'est merveilleux de sortir d'une famille comme ça. Donc, je pourrais ajouter la grand-mère de mon père, anglaise, qui était une journaliste assez brillante, homosexuelle de choc des années 20. C'est une famille très libre, vous voyez, tous des trucs qui paraissent modernes depuis mai 68. Dans la famille, ça se faisait déjà avant la guerre. Enfin, pas tout, mais bon. Et mais la vérité, c'est que c'est pas juste merveilleux. Ça peut être dans une dimension assez pesant, parce que moi, j'ai une immense admiration pour mes copains chercheurs qui viennent, je dirais, de milieux pas normaux, mais je veux dire qui n'ont pas eu de tels avantages socio-culturels, et qui eux doivent partir. Vous voyez, vous avez un type qui est fils de paysan ou fils de fonctionnaire ordinaire et qui fait une très belle carrière de chercheur. Je ne donne pas de nom, mais j'ai déjà en tête. Ce mec-là, il sait que ce qu'il a fait, il ne le doit qu'à lui-même. Donc vraiment, alors que quand on est dans une famille comme la mienne, on est hanté au départ par la hantise du déclin. Je veux dire, c'est une véritable horreur. Mais il y a quand même, je dirais, dans la durée, au-delà des avantages culturels initiaux, et dans le contexte de décomposition, de fragilité idéologique et de conformisme actuel, il y a un truc qu'on trouve dans une famille comme la mienne, c'est la force de résister à l'environnement. C'est-à-dire qu'il y a une tradition, on n'est pas l'une des familles les plus importantes de France. Il ne faut pas se raconter des histoires non plus. Je ne prends personne complètement au sérieux dans la famille. Il faut pas. C'est pas mal, mais il n'y a pas de quoi se rouler par terre. Hein. Mon père était journaliste assez teigneux. Nizan était une figure de la révolte.
révolte comme jeune homme. C'était l'un des premiers intellectuels à adhérer au Parti communiste. Je veux dire, c'est un type qui a eu le courage de quitter le Parti communiste au moment du pacte germano-soviétique. C'est lui qui a dit « Je ne laisserai personne dire que 20 ans est le plus bel âge de la vie ». C'est ce que tout le monde sait sur Paul Nizan. Oui, c'est ça. Je vous dis pas le genre de gag que ça peut donner dans la famille quand un enfant approche de l'adolescence ou même plus tard. Il y en a de très bonnes sur le sujet dans la famille. C'est une bonne blague. Mais si vous voulez, et puis c'est une famille qui est pas du côté de Nizan. Nizan, le totem de la famille, c'est ça qui est rigolo dans la famille. C'est plutôt une famille dont l'axe central est juif, mais dont le personnage symbolique est breton. Oui, donc ça crée une sorte d'équilibre tout à fait particulier. Très bonne, je dirais un très bon équilibre. Mais quand on est une famille comme ça permet comme je disais, de résister à l'environnement. C'est-à-dire on peut s'appuyer sur quelque chose. On n'est pas dépendant de mimétique. Il y a une sorte de fierté familiale. J'ai des grands-mères, arrière-grands-mères qui étaient des personnages extraordinaires, qui avaient eu des vies extraordinaires à travers les 2 guerres mondiales, tout ça. Et donc, je veux dire, c'est vrai que quand j'ai entendu ma mère parler, je peux pas dire, mais si vous voulez, ça permet. Je veux dire, la famille est une force de résistance à l'environnement. On n'est pas dans les trucs mémétiques du moment. Peut-être que c'est une erreur. Et il faut résister aussi à la famille. Quand, en plein mai 68, ou à peu près, vous adhérez au Parti communiste, par exemple, vous avez 16 ans. J'imagine que vous résistez là à la société, à la pression de la société. Ouais. Vous vous dressez aussi contre votre famille. Votre père, Olivier Todd, était un social-démocrate. Et votre grand-père, Paul Nizan, il a quitté avec fracas le Parti communiste. Oui, mais c'est des trucs d'alternance. La famille a toujours été profondément de gauche et attachée à la valeur d'égalité. Et puis vous avez des alternances, c'est-à-dire que moi j'avais 3 grands-parents, il n'y a pas que Paul Nizan, donc j'avais eu 3 grands-parents communistes, le 4e qu'on ne connaissait pas à l'époque puisqu'il avait apparemment, en gros c'est ma grand-mère anglaise et sagement disparu, était un social-démocrate autrichien. Vous l'avez retrouvé donc? Non, mon père l'a retrouvé, il est décédé maintenant, moi, je l'ai vu en vieil américain, ayant l'accent allemand, extrêmement ennuyeux, pas antipathique, mais un homme extrêmement, extrêmement. Je m'y perds. Vous voyez, vous me lancez dans l'histoire familiale, donc je ne sais plus où je suis. J'imagine qu'un jour vous en écrirez l'histoire. Voilà, mais disons vous avez l'alternance classique, si vous voulez. Ça s'étudie en anthropologie, parce qu'en fait, évidemment, maintenant, la famille, je la vois à la fois en tant que dans une histoire familiale et en tant que technicien de l'histoire des familles. Et donc l'alternance de 2 générations avec une autre génération milieu, c'est-à-dire grands-parents, petits-enfants, contre parents, etc., ça fait partie des choses classiques dans la famille souche, à héritier unique. Souvent, on va donner à l'enfant le nom du grand-père. Donc, vous avez une génération communiste. Je veux dire, mon père, lui, avait une mère, il a plus la mère, mais lui est toujours là et bien, mais sa mère, elle, était une militante communiste anglaise, assez originale, je dois dire, mais quand même pas mal stalinienne quand il était adolescent. Donc lui-même s'est retrouvé au PSU, Roger. Moi, j'avais des parents au PSU, donc il n'y avait plus de problème. Et il n'y a jamais eu, malgré l'histoire Nizan, malgré les calomnies dont Nizan était l'objet de la part du Parti communiste après la guerre, il n'y a jamais eu dans ma famille une attitude de rejet à l'égard de tout ça. Et donc moi, quand j'ai adhéré au Parti, d'abord je communiste puis au Parti communiste, j'y suis resté 3 ans en tout. Hein, c'est pas énorme. Il n'y avait aucune hostilité dans la famille. Et d'ailleurs ensuite, j'ai fait une grande carrière dans l'anticommunisme à travers la prévision de la chute soviétique, mais je garde des souvenirs extraordinairement positifs du parti. Pour moi, le parti, d'ailleurs maintenant il n'existe plus, mais pour moi, le parti, c'est toujours le PC. Les autres ne sont pas des vrais partis. Et je n'ai que des bons souvenirs. Aujourd'hui, Emmanuel Todd, vous passez pour gauchiste, pour ne pas dire d'extrême gauche. Est-ce que ça vous, ça vous surprend, ça vous amuse? Non, mais ça, je veux dire, alors, en un sens, c'est pas ça, c'est que tout le monde et les intellectuels ont tellement dérivé vers la droite que moi, en fait, dès les années 70, j'étais un homme de centre-gauche. Donc si vous restez un homme de centre-gauche, dans le système actuel, vous vous retrouvez à l'extrême gauche, hein, en tant qu'intellectuel. Il faut être honnête. Mais la réalité, c'est pas ça. C'est-à-dire, je produis une critique du système qui paraît très radicale. Mais en fait, je suis partisan de l'économie mixte. Le protectionnisme européen, je veux dire que j'appelle de mes vœux, est typiquement une doctrine mixte. La protection par l'État,
à l'intérieur un marché libre avec la légitimité des entreprises. J'ai un peu donné dans la dénonciation des élites après Maastricht. Là, je me suis un peu lâché parce que vraiment, je trouvais que c'était des gros cons. Mais j'ai bien réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi sur l'état actuel des milieux populaires qui, intellectuellement, idéologiquement, vont pas tellement mieux que les classes supérieures. Et je me suis fait ma religion. Et maintenant, je milite pas du tout pour une destruction des élites, parce qu'une bonne démocratie a besoin d'élites, mais pour un retour des élites à la maison. Maintenant, actuellement, j'ai dit une ou deux fois sur une radio concurrente, je veux dire à Europe numéro 1, ou dans une interview que j'ai fait avec mon ami Philippe Cohen pour la version internet du journal Marianne, j'ai expliqué qu'en fait ce qu'il fallait, c'était ramener les élites à la raison, que j'admirais énormément la capacité du peuple français à résister à des élites devenues irresponsables. Et puis le sommet de l'inacceptable, j'ai dit, puis de toute façon, si on fait ces réformes, la chute de l'euro ou la fin de l'euro, le protectionnisme, il faudra bien que ça soit géré par des gens qui ont fait les grandes écoles. Alors ça, c'était l'hérésie absolue. Regarde les hommes changer sur Europe 1. Frédéric Tadei. Emmanuel Todd, ce qui fait de vous aussi une figure intellectuelle qu'on qualifie d'extrême gauche, voire de dangereux gauchiste, c'est à la fois votre anti-sarkozysme qui est absolument effréné, et puis que, je dirais, c'est Nicolas Sarkozy et l'Iran. Vous êtes allé jusqu'à dire que finalement l'Iran pourrait bien avoir la bombe atomique, et donc ça vous a tout à coup qualifié et je me suis demandé pourquoi avez-vous décidé de monter en première ligne, parce qu'au fond pendant très très longtemps vous êtes contenté d'écrire des livres qu'on a en plus qualifié de prophétiques, ce qui était formidable. Au moment de la fracture sociale, vous avez dit mais c'est pas moi la fracture sociale, mais enfin le mot n'était pas de vous, mais la chose était de vous. Mais au fond, vous étiez en arrière-plan. Pourquoi tout à coup êtes-vous monté au front, sachant que votre anticommunisme, vous saviez bien que vous alliez être mal compris parfois? Oui. Honnêtement, pour vous dire franchement, pour moi, les épreuves et les affrontements les plus durs dans ma vie n'ont pas été dans le domaine politique, c'est dans le domaine intellectuel. C'est-à-dire que quand j'ai proposé une théorie associant la diversité des structures familiales dans le monde, à la diversité des idéologies apparues dans la phase de modernisation, que j'ai eu contre moi tous les politologues, tous les anthropologues. Ça a vraiment été pénible. Ça ne m'a pas arrêté sur ma route parce que les haines de savants sont beaucoup plus terribles que les haines politiques. Je veux dire, les politiques se disputent en public et puis se tapent dans le dos en privé. Je veux dire, les savants sont plus polis en public, mais et pas toujours dans mon cas, mais ils ne se tapent pas dans le dos en vrai. C'est des vraies haines, parce que c'est des trucs où c'est intelligence contre intelligence. C'est pas juste des valeurs. C'est-à-dire, si on a raison, l'autre a tort et c'est un con. Donc c'est beaucoup plus violent. Alors dans le domaine, je ne ressens pas ma situation en tant qu'intervenant dans le débat public comme quelque chose de très violent. Ce que je ressens, c'est que je pense que le décalage vient du fait que moi je m'en fous un peu. Je suis pas très peu heureux, j'ai pas l'impression d'ailleurs d'être très courageux, mais par contre je pense que les gens ne se rendent pas compte que le système est devenu violent, que les postures et les choix des classes dirigeantes sont devenus très extrémistes. Je veux dire, quand vous avez une classe dirigeante, une classe politique qui accepte l'idée que ce qui est normal pour une économie, c'est de dégager, ou pour les entreprises, de dégager un taux de profit de 15%, et d'encourager la baisse des salaires, les délocalisations et la destruction d'une partie de l'appareil productif français, et sur un rythme accéléré de certaines catégories sociales françaises, vous êtes confronté à un truc violent. Donc si vous êtes confronté à une gestion qui est en réalité au niveau économique une gestion d'extrême droite, et si vous restez un type normal, ancré dans des valeurs familiales, égalitaires, modérées, vous dites ça, et ça produit ce qui apparaît comme de la violence. Donc je ne suis pas du tout en train de dire non, je ne suis pas fou, c'est tous les autres autour de moi qui sont fous, parce que la réalité et la réalité de cette violence, on la voit dans le détraquage du système politique français. Tout le monde est là, on se dit, d'un côté vous dire sur le plan intellectuel quand même, un type comme Todd, il est exagéré sur le sarkozysme, il est violent, tout ça, oulala. Bon, c'est un truc d'un côté. Et puis ensuite, un peu plus tard, il y a des élections. On dit « Ouh là là, le peuple français devient vraiment bizarre. Qu'est-ce qu'ils ont à voter pour le Front National ? Pourquoi est-ce que 40% des ouvriers votent pour le Front National ? Ils sont bizarres, ces ouvriers français. » En fait, la vérité, c'est que les mecs qui sont bizarres et violents, c'est les gérants du système. Vous voyez, c'est tout. C'est ce que vous Mais moi, je suis vraiment... Je vous jure que je suis un père tranquille. C'est ce que vous disiez d'ailleurs aux origines du malaise français. C'était un texte que vous aviez écrit pour la Fondation Saint-Simon. C'est de là
dit-on, que Jacques Chirac a utilisé le concept de fracture sociale. Et encore une fois, vous l'avez dit, la fracture sociale n'était pas dans le texte. Non, mais la question que je voulais vous poser, oui. c'est est-ce que ce texte, vous l'aviez écrit pour la Fondation Joseph Simon, est-ce que c'était pour le candidat Jacques Chirac? Mais pas, absolument pas. Je veux dire, c'est un hasard. C'est-à-dire, je me suis retrouvé à un petit déjeuner du Point où on annonçait la veille le dernier sondage d'opinion. Je m'étais retrouvé à table au petit déjeuner. Ça se passait du côté de Montparnasse, je sais plus dans quel hôtel, là, à côté de Pierre Rosanvallon, qui était la Fondation Saint-Simon. C'était François Furet, comme je dirais guide spirituel pour les choses pratiques, organisationnelles et d'autres choses intellectuelles. Pierre Rosanvallon. Rosanvallon est un type, c'est l'un de ces types qui a un grand don pour repérer les trucs intéressants, les mecs. Je sais pas comment dire, il y a des gens comme ça. Moi, je suis pas comme ça. Donc, je suis très admiratif des gens qui arrivent à s'intéresser vraiment de très près aux autres. J'ai pas ça. Je veux dire, les travaux des autres, je les utilise beaucoup, mais je dois avouer que je suis un peu enfermé sur moi-même, et Rosanvallon est un type comme ça. Donc, on se retrouve à table. C'est toujours pareil, on se retrouve dans ces petits déjeuners, on sait pas pourquoi on est là. Enfin, c'est mon interprétation. Je ne sais pas s'il démentirait. J'en ai jamais parlé avec lui. Et donc, comme on est là, on parle. Il me dit, à propos, je faisais souvent de l'analyse électorale à l'époque dans les journaux, et il me dit, à propos, est-ce que vous avez prévu de faire une analyse pour les prochaines, je sais même plus si c'était des régionales, des européennes, les trucs dont il était question. Alors j'ai dit non, là, aucun journal m'a demandé. Il me dit, vous feriez pas une note pour la Fondation Saint-Simon? Et puis alors moi, tout content de trouver une justification au fait que je m'étais levé tôt le matin et je comprenais pas pourquoi. Je dis oui, quelle bonne idée. Et puis c'est tout. Ensuite, je l'ai rendu en retard. Et puis, pour l'actualiser, j'ai dû faire un peu de et je me vois encore à ma table me disant, j'étais sur cette phrase de l'hypothèse c'était l'époque du duel Balladur-Chirac, donc j'avais la structure sociale, et puis je me vois formuler l'hypothèse d'un Chirac tournant Balladur sur sa gauche à cause de la mur, et je me dis, oui, je sais plus quelle était la phrase, je me dis, est-ce que je vais mettre Jacques Chirac transformé en homme de gauche par la force des choses, puis je me vois avec ça devait être un ordinateur, donc mentalement c'est un stylo, mais ça devait être un ordinateur déjà, et je me dis je le mets pas, ouais, ça va faire chier mes copains de gauche, et puis c'est tout. Et quand vous avez vu que Chirac... Ensuite, j'étais pris à la Fondation Saint-Simon où je ne suis jamais allé. Oui, mais quand vous avez vu après que Chirac, effectivement, s'était servi de cette analyse pour remporter les élections, alors qu'au moment où vous l'avez fait, personne ne l'aurait donné gagnant, en fait, ce Balladur. Hein, oui, non, mais c'était pire que ça. Quand j'ai vu Chirac commencer à parler comme cette note... non, il y a eu un autre épisode. Ensuite, on était dans un club Phares et Balises, qui était une création de Jean-Claude Guibaud, qui a été mon éditeur pour une bonne partie de tout ce que j'ai fait d'utile. Et puis il y avait Régis Debray. Puis Chirac, on recevait des hommes politiques. Chirac est venu, et puis en fait, il était très drôle, mais en gros, la conversation languissait. Donc Guibaud dit, mais vous savez qu'on a ici quelqu'un, il était à 11% dans les sondages, quelqu'un qui pense que vous pouvez être élu. Voilà. Donc, Europe 1, Frédéric Tadei. Regarde les hommes changer. Quand on vous a présenté à Jacques Chirac, Emmanuel Todd, comme étant le seul qui pensait qu'il puisse être élu, il vous a serré dans les bras? Non, pas du tout. Alors au début, moi j'ai rentré la tête dans les épaules. Chirac a pas mal d'humour, il dit tiens, c'est original. Et puis j'ai dû faire un petit topo sur cette note qui devait d'ailleurs à l'époque être à l'impression, qui n'était pas publiée. Et donc tout le monde s'est retrouvé sur le trottoir de la rue de l'Odéon après. Mais je me souviens très bien, j'avais terminé mon exposé, très contre-intuitif à l'époque, en précisant... Et je précise que je n'ai pas besoin d'appartement. Vous voyez, pour donner l'esprit. Hein, c'est-à-dire que vous ne vouliez pas de récompense. Voilà, c'est ça, puisque en fait, à l'époque, on disait que la ville de Paris, etc., etc. Bon, et ensuite, le truc est sorti. J'ai appris que sans doute Tillinag ou des autres avaient fait, ou que Chirac avait fait commander, je ne sais combien de centaines d'exemplaires de cette note pour tous les gens du Parlement qui étaient, je sais plus ce que c'était comme parti politique, et puis c'est tout. Puis ensuite, alors, le plus drôle, c'est quand j'avais été opéré d'une hernie, comment ça s'appelle, inguinale, les petits machins pas graves, mais on est quand même anesthésié localement, et j'étais à l'hôpital dans le gaz, et j'ai commencé à voir des retours de Chirac parlant comme ma note. Et j'avais trouvé ça très drôle. Alors, est-ce que vous avez trouvé très drôle, Emmanuel Todd, quand Oussama Ben Laden, en personne, le chef d'Al-Qaïda, a cité votre livre Après l'Empire, où vous expliquiez le déclin américain, et je le citais tout à l'heure, son micro-militarisme théâtral. Là, j'ai eu
j'ai eu un moment de sentiment d'irréalité du monde. Ça, c'était dans une vidéo d'Oussama Ben Laden. Oui, mais il ne donnait pas mon nom. Mais le premier truc, ça m'est arrivé par mon fils aîné, qui est jeune universitaire en Angleterre, qui m'a envoyé de Cambridge un mot en me disant t'as vu que Ben Laden parle de ton livre. Alors je peux vous dire quel était mon premier réflexe. Je venais de sortir le livre avec Youssef Kourbache, là. Oui, le rendez-vous des civilisations. Voilà, qui en vérité est un livre qui est fondamentalement par lui-même tout ce que Ben Laden pouvait détester. Oui, puisqu'il annonce le déclin du sentiment religieux dans les populations arabes. Et donc, moi, ce que je pensais, c'est que ce livre venait d'être mis à l'index quelque part au Pakistan ou dans des grottes, etc. Ensuite, je me suis rendu compte que c'était pas ça. Et qu'est-ce que qu'on pense d'un truc comme ça? Je veux dire, c'est simplement, c'est irréel, ça n'a plus de sens. Mais on se sent important quand même. Non, pas du tout. Ensuite, on réfléchit, on se dit, mais c'est pas du tout. C'est que les gens ont une vision totalement folklorique d'Al-Qaïda. On est à l'âge de la globalisation. Après l'Empire a été traduit en 27 langues autour d'Oussama Ben Laden, qui lui-même est ingénieur à l'origine, est un type tout à fait scientifique, tout à fait honorable au sens technique, hein. Bon, je m'entends. Je veux dire, voilà, quelqu'un m'en a parlé, donc en fait, c'est complètement normal. En plus, c'est vrai que je suis un prophète performant. Non, mais en plus, c'est vrai que ce que vous dites dans ce livre lui convient. Vous expliquez dans Après l'Empire, vous expliquez quand même, c'est un livre qui sort entre les attentats du 11 septembre et l'invasion de l'Irak. Hein. Il est entre les deux. Oui, c'est ça, tout à fait. Il est entre les deux. Et vous parlez de ce micro-militarisme théâtral des États-Unis qui est destiné à cacher l'affaiblissement économique de ce pays, dont le déficit est abyssal, tout le monde le sait, qui est financé par la Chine et le Japon. Donc, en fait, vous dites, c'est ce qui ressort de ça. C'est une menace pour la paix, les États-Unis. C'est les États-Unis qui foutent le bordel, excusez-moi du terme, qui foutent le bordel dans le monde. Absolument. Et à un certain niveau, j'étais très en colère. Et le fait d'être en colère venait de ce que je suis. J'ai dû sans arrêt me défendre du fait d'être anti-américain, mais c'est vrai que je suis absolument pas anti-américain. Ma mère, adolescente, était réfugiée aux États-Unis. J'ai parlé tout à l'heure d'un autre grand-père. En fait, pour moi, les États-Unis, psychologiquement, même si comme je suis historien et qu'il n'y a pas beaucoup de monuments historiques, je peux pas prétendre que c'est vraiment ma tasse de thé en tant que civilisation. Pour moi, les États-Unis, mentalement, représentent une zone de sécurité à l'origine. Et si j'étais américain, je serais un électeur démocrate, standard, d'origine juive, enfin banal, quoi. Et qui cite la Constitution à tout. Voilà. Et donc en fait, je pense que ma colère, ou ce qui peut apparaître de colère vis-à-vis des États-Unis, n'est pas une colère de gaulliste régressif. C'est un sentiment de déception, de personnes qui voient ça depuis l'intérieur. Je pense que c'est pas très loin du genre de colère et de désespoir qui a été éprouvé par certains démocrates de gauche aux États-Unis. Et il se peut-il que Oussama Ben Laden, puisqu'on parle de lui, ait la même colère, que finalement il était plutôt lui aussi, comme vous, il trouvait que l'Amérique était une zone de sécurité, d'autant plus qu'elle l'aidait dans son combat contre les communistes en Afghanistan. Non, je pense. Et qu'il a changé d'avis comme vous. C'est bien essayé, mais je ne vais pas suivre. Je ne vais pas. Voilà, une canne à pêche dont je ne vais pas mordre à l'hameçon, si on peut dire. Non, c'est autre chose. Je veux dire, il y a les sociétés musulmanes et arabes sont en transition, les phénomènes de transition. Moi, je pense à terme de disparition, d'affaiblissement ou de disparition des croyances religieuses, là en l'occurrence musulmanes, comme ça s'est passé en Europe pour le christianisme ou au Japon pour le bouddhisme. Je pense qu'ils sont là-dedans. Je pense qu'ils sont dans une grande anxiété. Je pense que l'Amérique et l'Occident incarnent, peut-être un peu à tort maintenant, l'idée de la modernité et de cette perte de repères, et qu'il y a une sorte d'hostilité viscérale qui est fixée contre les États-Unis, qui a un rapport avec ça. Mais ça c'est autre chose. C'est autre chose. Vous avez l'air très jeune, Emmanuel Todd. Vous ne faites pas votre âge, comme on dit aujourd'hui. Vous venez d'avoir 60 ans, on peut le dire. Je vais les avoir. Vous allez avoir. Je vois toute ma génération qui passe la barrière, voilà, avec anxiété. Et quand on vous voit à la télévision ou ailleurs, vous avez l'air extrêmement jeune. C'est parce que les maquilleuses travaillent extrêmement bien. Vous croyez que c'est ça? Vous avez ce côté agité de l'adolescence. Il paraît que vous étiez très timide quand vous étiez adolescent. Moi j'étais un introverti pathologique. Je peux pas vous expliquer. Mon prof de maths, j'étais très bon en maths, mais en terminale, mon prof de maths, qui était très gentil, auquel je dois beaucoup, qui est décédé l'année dernière, Monsieur Monboise, avait bien vu que quand on m'envoyait au tableau, j'étais
Alors que j'étais bon, il n'y a pas de problème. J'étais au bord de l'évanouissement. Moi, je suis un introverti pathologique à l'origine. Qu'est-ce qui a renversé ça? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes extrêmement à l'aise, c'est le moins qu'on puisse dire. D'abord, alors, non, mais c'est le traitement, c'est un traitement de type behavioriste. C'est vrai que j'ai publié La chute finale à 25 ans, donc mon premier livre, à l'époque où j'étais tout à fait un introverti pathologique, et j'ai été brutalement projeté très tôt sur des plateaux de télévision, dans des situations d'urgence qui me rappelaient en fait moi beaucoup des situations d'examen. Par contre, j'ai jamais eu en situation d'urgence. Je me souviens aux examens oraux, j'étais capable de survie. Je ne sais pas, il se passait quelque chose et je pense que j'ai fini petit à petit par et je suis vraiment là. Vous en parlez, on ne voit pas, mais je me marre parce que vraiment le truc, enfin le beau truc de mon existence, c'est d'avoir échappé à cette timidité pathologique. Mais ça m'a pris, je veux dire, jusqu'à il n'y a pas... honnêtement, je pense que j'ai commencé à me sentir bien. Je dis pas ça pour être sympa, mais la première émission de télé où j'ai commencé à me sentir à peu près détendu, c'est Ce soir ou jamais. Mais sans ça, j'y allais. Mais j'avais la réputation d'être super méchant et agressif, alors qu'en vérité, j'étais terrorisé. Je veux dire, vous voyez, donc c'est vraiment... Non, l'introversion, c'est affreux, hein. Frédéric Tadei sur Europe 1. Regarde les hommes changer revient dans un instant. Frédéric Tadei sur Europe 1. Regarde les hommes changer. Emmanuel Todd, votre dernier livre, c'est Après la démocratie, qui vient d'être réédité en poche chez Folio Gallimard. Alors, évidemment, vous n'annoncez pas de bonnes nouvelles, comme d'habitude. C'est Après la démocratie, c'est la France. Et on pourrait dire que de même qu'après l'Empire, c'était après les États-Unis, on pourrait dire qu'après la démocratie, c'est après la France. Finalement, à chaque fois, on dirait qu'on s'écroule tous. Non. Quand on regarde le titre, est très bien, j'en suis très content. Au début, il y a un portrait à charge de Sarkozy, dont tout le monde m'a dit, quand c'est sorti, que j'exagérais, mais maintenant tout le monde me dit « Ah, c'était bien vu !» Parce que finalement, actuellement, en ce moment, les gens parlent de Sarkozy, au fond, comme j'en parlais dans cette préface. Le ton du livre est très polémique, ça c'est vrai, j'ai jamais fait quelque chose d'aussi violent. Mais en fait, quand on regarde l'analyse, elle est beaucoup plus indéterminée et spéculative que d'habitude. C'est le livre où je ne dis pas « ça va être comme ça ». Et d'ailleurs, ça se termine par plusieurs possibilités. Il y en a 3 possibilités, oui. mais elles sont pas... Mais c'est pas du tout ma manière, parce que d'habitude, c'est plutôt le style, c'est foutu, ou ça va aller pour les pays musulmans. Mais là, c'est très la vision que j'ai de la société française, et ça reste la vision que j'ai, c'est une société qui est, selon l'image rituelle, à la croisée des chemins, en situation d'hésitation. Ça va bien tourner ou ça va mal tourner. Et en ce sens, je dirais, c'est le genre de contexte où ça vaut le plus la peine de militer, parce qu'on sent bien que ça tient tellement à un fil que l'histoire hésite. Mais donc c'est vraiment, non, je suis dans l'indétermination dans ce livre. En gros, vous jugez la classe politique à bout de souffle. Si l'on y ajoute en plus tout ce que vous avez déjà dit dans vos précédents livres, sur la stagnation des pays développés, sur l'illusion économique, en gros, vous donnez 3 pistes, soit le vide qui aujourd'hui caractérise on va dire les pensées politiques de ceux qui nous gouvernent. Ils ont trois pistes. La politique du bouc émissaire, dites-vous. Il y aurait la remise en question du suffrage universel, on irait vers une société fasciste. Ou alors... fasciste selon des modalités nouvelles. Bien sûr, c'est pas le fascisme au sens des années 30, pardonnez-moi. Et troisièmement, et ça c'est ce que vous souhaitez, c'est le protectionnisme européen, c'est la fin du libre-échange qui est pour vous, Emmanuel Todd, la cause de la plupart de nos maux. Oui, bon, de toute façon, en fait, les gens... il y a que les gens qui ont fait trop d'études, qui ne sont pas capables de s'en rendre compte que les salaires baissent, que les délocalisations s'accélèrent et ces choses. Alors, je veux dire, les options se referment. Je dis déjà dans le livre que l'ethnicisation, la République ethnique, le bouc émissaire, j'y crois pas trop, mais là, on est en train, je pense, de vivre l'hystérisation et la fin de ce quelque chose, parce qu'il se passe, on est à un moment de tournant idéologique. L'histoire a avancé depuis. Je veux dire, là, on vit la débâcle de l'UMP, l'échec des stratégies sarkozystes, les mutations du Front National. Je veux dire, et la raison de l'échec du sarkozysme, c'est qu'il a essayé d'aller jusqu'au bout de cette tentative d'ethnicisation en ciblant l'islam, les Arabes, etc. Et on voit tout le bien que ça ne fait pas à l'UMP, tandis que à ce moment-là, le Front National choisit, lui, laisse Sarkozy faire le boulot de rappeler les thématiques identitaires, qui sont de moins en moins importantes,
Et le Front National, lui, se déploie sur les thématiques économiques, en fait, avec un discours de plus en plus social, de plus en plus hostile à l'euro, et est en train. Mais la vérité, c'est que je réfléchissais au truc, je veux dire, qui n'est pas de malentendu. Hein. Pour moi, le Front National n'est pas un parti républicain. Il y a cette clause de la préférence nationale, il y a cette obsession de l'immigration, qui est toujours là. Mais en fait, l'obsession de ces thématiques est maintenant aussi forte du côté du sarkozysme, et du simple fait que le sarkozysme, lui, est très profondément l'allié des riches, de l'euro, la monnaie des forts, etc., et ne peut que concourir à la baisse des salaires, etc. Ce qu'on ne voit pas actuellement, c'est que le Front National est en train de tourner l'UMP sur sa gauche. C'est-à-dire que bientôt, on va avoir un spectre politique non mais c'est complètement affreux, je regrette d'avoir à dire ça, mais on va avoir un parti socialiste qui reste décent, digne, dont on peut espérer que lui va s'intéresser à la préférence communautaire, au protectionnisme européen. Et puis on aura une sorte de parti... La préférence nationale, vous trouvez ça immonde, mais la préférence communautaire, ça vous choque pas? De toute façon, pour faire une préférence communautaire, dans le contexte actuel, il faut dépasser la notion ethnocentrique, etc. C'est un concept qui... J'ai toujours dit que les pays d'Europe étaient très divers, que les Français, les Allemands, c'était pas la même chose, qu'en termes de structure sociale, l'Allemagne ressemblait plus au Japon qu'à la France. Je dirais, ressemble plus au Japon, le sens de l'humour en moins. Parce que à la différence des Allemands, les Japonais ont un sens de l'humour terrible. Mais je vous ai interrompu, continuez. Donc le Parti Socialiste... Voilà, donc il y a l'idée, et moi, je veux dire, ma préférence pour l'Europe en tant qu'espace de protection, c'est d'abord qu'il y a une dimension universaliste dans le fait de s'entendre à plus d'une vingtaine d'États, et puis il y a un élément de rationalité économique. Je veux dire, c'est un espace géographique, c'est des niveaux de vie qui seront à peu près comparables quand les pays de l'Est seront rattrapés. C'est un choix de rationalité. Et puis avec l'idée que le protectionnisme européen, ça permettrait de relancer les salaires et la demande en Europe, et ça finirait en fait par être bénéfique aux émergents comme la Chine, qui au contraire sont à moyen terme tout à fait menacés par une implosion de la demande intérieure européenne. Donc c'est un projet tout à fait universaliste, hein, vraiment, voilà. Alors donc ça serait une sorte, on rêve, hein, je veux dire le truc qui doit se passer. Je veux dire, on est dans le pur fantasme. Non, mais je lisais beaucoup de science-fiction quand j'étais en Angleterre. Ça aide à spéculer sur le futur. Et puis alors vous avez sociologiquement cette bizarrerie d'un Front National, je veux dire qui continue d'être absolument odieux par ses thématiques ethnocentriques, étroitement xénophobes, etc., mais qui a tourné, je dirais, sur sa gauche l'UMP, et l'UMP qui aurait, je veux dire, sarkozyste, d'où auraient été éliminées toutes les tendances de la droite classique, décente, républicaine, Fillon, Juppé et compagnie, qui représenterait une sorte d'extrême droite égarée, alliée du grand capital, quelque chose de très étrange. On peut, je veux dire, si vous voulez, quand on aime la science-fiction, on peut faire des trucs terribles en ce moment sur le système politique français. Vous allez au cinéma de temps en temps, Emmanuel Todd? Honnêtement, très peu. Je vous imagine pas lire des romans, je vous imagine pas vous distraire. Finalement, j'ai l'impression que ce qui vous amuse le plus, ce sont vos courbes, vos scénarios. Non, je lis d'abord. Moi, je n'arrive à travailler que le matin parce que je fais un essai de bruit de vieillard chevrotant, mais en fait, ça a toujours été vrai. Moi, je n'ai l'esprit frais que le matin. Donc, et puis en plus, Jean-François Revel m'a appris à me lever très tôt, parce que le matin très tôt, on est très efficace, parce que personne n'appelle. Donc, c'est un conseil que je transmets fidèlement à tout le monde. J'ai de longues après-midi où je suis, très moyennement performant sur le plan intellectuel, où je suis très capable. L'année dernière, je terminais un livre compliqué. J'ai passé mes après-midi à lire ou à relire, je ne sais plus, toute Agatha Christie, Hercule Poirot en anglais pour me rafraîchir. Donc c'est quand même du roman. Oui, absolument. Et puis, je dirais, dans les périodes de crise existentielle, rare, mais qui existe comme pour tout le monde, je lis des romans. Donc je suis un grand lecteur j'adore Maupassant, je suis un grand lecteur de Tanizaki, je veux dire, je suis quand même capable de lire un livre. Hein. J'ai l'impression que vous êtes la génération de la pop musique. J'ai l'impression que la pop musique, les années 60, n'ont absolument pas eu de prise sur vous. Mais vous avez tout à fait tort. Je suis un fan des Beatles. Même quand j'étais à l'époque, j'avais une petite préférence pour les Rolling Stones, c'était les méchants. Alors là, nous sommes au début des années 70, mais je ne vous cacherai pas une minute de plus que je me suis aperçu que maintenant j'avais des revenus d'un homme de mon âge normal, pas totalement mis au tapis par les pensions alimentaires, et je me suis dit, mais je peux m'acheter maintenant tous les disques du groupe Genesis. Et donc je viens de me racheter
tous les disques de Genesis que j'écoute en boucle. Je le dis, Genesis, pour la grande majorité, les gens l'ont oublié. Genesis, c'était le groupe phare des années 70. C'est des gens de ma génération, c'est des générations 1950, 51. Donc c'est tout à fait. Encore, j'ai regardé un peu d'où ils sortaient les types de Genesis et je me suis demandé si, par ma préférence pour ce groupe, beaucoup considèrent que c'est de la soupe, honnêtement. Je vous le fais pas dire. Voilà. Je veux dire que c'est. Je me suis posé des questions parce que la plupart des groupes anglais étaient d'origine populaire, vous voyez. Mais quand on regarde le noyau originel, à part Phil Collins, le noyau originel des Genesis, c'était des mecs qui sortaient d'une public school très chic, très bourgeoise. Je me suis demandé si je ne me suis pas culturellement trahi par cette préférence. Merci Emmanuel Todt d'avoir été mon invité sur Europe 1. Après la démocratie, votre dernier essai est maintenant en poche chez Folio Gallimard. Au revoir à tous, on se retrouve dimanche prochain à 18h15 pour Regarde les hommes changer. Et dans un instant, c'est David Abiker pour la semaine à l'envers jusqu'à 20h sur Europe 1. Bien entendu. Merci Frédéric et à la semaine prochaine.